Du coup, est-ce que tu pourrais, première question, te présenter et nous présenter ton association et les actions de ton association? Ok, enchantée, je m'appelle Nouma, j'ai 26 ans, je suis française, j'habite à Paris et j'ai créé l'association Écohabitons en 2021, en plein Covid, et pendant la fin de mes études en fait avec mes compagnons. On était en master de développement local à Paris 1, mais c'était à l'IEDES en fait, c'est l'Institut des études de développement de la Sorbonne. Et on a créé cette association tous ensemble pour promouvoir la diversité des discours et des pratiques écologiques dans le monde. Et qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? En fait, pendant ces études, on a appris beaucoup de choses. On a appris que la croissance infinie était un mythe, que la notion d'écologie et la conscience qu'on avait de cette écologie, elle n'était pas limitée à ce qu'on pouvait nous dire, et que ça pouvait être intéressant de se renseigner sur ce qui se faisait aussi ailleurs en termes d'écologie. Nous, on a tous eu des parcours assez internationaux, on a pu voyager, on a pu faire des études aussi à l'étranger. Donc l'idée, c'était au départ d'aller voir les différentes pratiques traditionnelles écologiques autour du monde. Donc on avait pour idée d'aller documenter, par exemple, la gestion de l'eau traditionnelle au Maroc, chez les Berbères. Il y avait l'idée de voir l'écoféminisme au Brésil, la gestion traditionnelle des déchets en Inde, parce que c'est aussi une grosse problématique, et de s'en inspirer pour faire des choses aussi ici, et de pouvoir mettre en relation ce qui se faisait ailleurs et ici. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette association? Quelles sont vos actions? C'est quoi le quotidien de cette association? Alors on est encore jeune, donc on fait énormément de choses, on teste, on expérimente énormément de choses, mais principalement nous on se définit comme un laboratoire d'idées qui fait de la recherche-action sur des thématiques d'écologie. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire dialoguer les différents acteurs autour de certaines thématiques par le biais d'études. Donc ces études, c'est pas seulement des articles, on va aussi faire des podcasts, on va faire des vidéos, on va faire des posts, on laisse aussi une grande place à l'art dans Écohabitons pour la réalisation par exemple de BD, de photographies, de micro-trottoirs, sur des thématiques très larges. Et l'idée, c'est vraiment de donner la parole à tout le monde, mais surtout de mettre en relation différentes personnes qui ne se côtoient pas forcément. Qu'est-ce qui, tu penses, motive les personnes qui se sont engagées au fur et à mesure dans ton association? Qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre Écohabitons? Je pense qu'ils sont tous motivés par notre approche de l'écologie, qui sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On n'est pas du tout dans le développement durable, on n'est pas du tout dans l'écologie politique. Nous, on a vraiment une approche très socio-anthropologique de l'écologie. C'est-à-dire qu'on sort de l'écologie très scientifique, des chiffres, des graphiques, des records à ne pas dépasser. On est plus vraiment dans... je pense qu'on va venir plus tard, mais dans l'imaginaire autour de l'écologie, tout ça. Mais je pense que c'est pas seulement la vision de l'écologie, c'est aussi le fait de pouvoir mettre directement en pratique leurs compétences, ce qu'ils ont envie d'exploiter. Comme je disais, on fait des articles, donc les gens qui ont envie d'écrire, ils peuvent venir à Écohabitons et participer aux articles. Les gens qui sont plus intéressés par l'audiovisuel, ils peuvent participer au podcast. Il y a des gens qui sont plus dans la communication, l'événementiel. Donc on fait beaucoup d'événements aussi à Écohabitons. Donc selon leurs compétences, leurs envies, on les positionne sur des choses très différentes. Et parmi les événements que vous avez pu faire, par exemple Là, les dernières dates, notre dernière étude, elle est sur l'alimentation écologique. Qu'est-ce que l'alimentation écologique ? On récupère des aliments dans les quartiers et on fait des dîners. On cuisine tous ensemble. C'est très sympa parce que ça permet aussi d'avoir un moment convivial pour parler de l'alimentation écologique. Je pense qu'il faut accorder une grande importance aussi à la place de l'informel, des discours, et tirer parti de ça ensuite pour enrichir nos études. Là on a pour projet de réaliser un autre repas le 15 juin prochain, il me semble, avec également un enregistrement de podcast sur la thématique de l'agriculture durable, donc en faisant intervenir des personnes qui travaillent sur ces sujets et auxquels les bénévoles pourront poser leurs questions, et tout ça sera enregistré. Donc on mélange podcast, débat, cuisine, c'est très sympa. Est-ce que toi, dans ton parcours, il y a eu, on parle parfois de déclic écologique, ou alors est-ce que ça a été quelque chose que dont tu as toujours eu conscience? Non, je pourrais pas dire que j'en ai toujours eu conscience, parce que j'ai grandi en banlieue, dans le 95, donc la nature, l'écologie, j'étais pas forcément très plongée là-dedans depuis mon enfance. Et je dirais que c'est vraiment... J'ai voyagé très jeune, en fait. Je suis partie au Pérou à 16 ans.
pour un échange. Et là, j'ai vraiment été impressionnée par les montagnes, la nature. Et ça a résonné en moi, en fait. Je me suis dit, en fait, on est vraiment tout petit. Et voilà, c'est important de la conserver. C'est important de faire en sorte que tout ça vienne. Est-ce qu'il y a eu un passage de l'admiration devant la nature, la volonté de la préserver, à la volonté d'explorer toutes ces alternatives, toutes ces façons alternatives d'agir, de manger, de se loger, Bien de sûr. vivre? En fait, c'est très lié. Je pense que la culture est directement reliée à la nature et chaque culture est propre à son environnement aussi. Et ça, on le voit particulièrement quand on voyage. Je parlais du Pérou notamment, où les religions anciennes, à peu près colombiennes, étaient vraiment très liées à la nature. C'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres pays aussi, en Australie notamment avec les aborigènes, mais sous une approche différente. C'est-à-dire qu'ils ont quand même leur divinité propre, liée à leur propre environnement aussi, que ce soit en Asie, même en Europe, dans les pays du Nord notamment, en Afrique. Et en fait, c'est ça qu'on a voulu... Enfin, on a observé certaines similarités, mais aussi des particularités. Et donc, voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en relation. Puis même en France, c'est vrai qu'en France, chaque région a aussi ses propres particularités. On dit souvent, alors il y a un peu toujours deux discours qui s'entrechoquent. Il y a le discours les jeunes ne font rien et ne s'intéressent à rien. Il y a le discours tiens, les jeunes sont vachement mobilisés sur les questions climatiques. Toi, est-ce que tu ressens, est-ce que tu vois aussi une mobilisation des jeunes sur ces questions climatiques et si oui, qu'est-ce qu'elle t'évoque, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Ah oui, moi je le vois beaucoup. Après, c'est sûr qu'on est un peu dans un cercle quand on fait partie du milieu associatif parisien. Donc souvent, on a tendance à un peu généraliser sur ce qu'on voit autour de nous. Je pense que le désintérêt dont tu parles, c'est peut-être un désintérêt vis-à-vis des institutions politiques. Mais je pense que c'est pas pour autant que les jeunes sont désengagés sur le plan climatique et social. D'ailleurs, je pense qu'il faut faire le lien entre les deux parce qu'il n'y a pas de lutte climatique sans lutte sociale. Et voilà, je pense que les jeunes doivent vraiment s'emparer d'autres pouvoirs pour contrebalancer justement le manque de confiance envers les institutions. Tu as parlé tout à l'heure d'écoféminisme. C'est un terme qui, sur la scène un peu médiatique, politique, est venu sur le devant de la scène avec la candidature de Sandrine Rousseau, mais qui existe depuis bien plus longtemps, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Dans quelle mesure, dans l'association Ecohabitons, ça vous intéresse, cette thématique, ce courant de pensée? Et voilà, qu'est-ce qui vous plaît dedans? Du coup, l'écoféminisme, c'est un peu la réappropriation de la lutte écologique par les femmes. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Et ça cherche à démontrer en quoi le pouvoir des hommes sur la nature est lié au pouvoir des hommes sur la femme et comment combattre l'un peut aider à combattre l'autre. Après, c'est ma propre définition, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est toute une réappropriation, en fait, toute une nouvelle manière de voir l'écologie. Et ça explose un petit peu en France, là, ces derniers temps. On voit de plus en plus d'associations d'écoféminisme. Nous, ça nous a beaucoup intéressés, justement, dans le cadre de cette étude sur l'intersectionnalité. Surtout de voir comment les femmes étaient impactées par la crise écologique au niveau mondial et comment elles pouvaient se réapproprier ce combat-là. On a vu notamment que dans le cas de catastrophes naturelles, les femmes étaient beaucoup plus impactées que les hommes. Ça concerne aussi l'accès à l'eau, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'électricité. C'est souvent les femmes qui doivent prendre soin de leur famille. Donc on a fait pas mal d'études statistiques là-dessus. C'était très intéressant. Et du coup, là, maintenant, on donne plusieurs ateliers sur la place de l'écologie dans l'intersectionnalité. Donc, ça contient pas mal de choses sur l'écoféminisme également, sur l'écologie décoloniale, sur ces choses-là. Et ces ateliers, vous les faites où? Vous arrivez à réunir quels participants ou participantes? Souvent, on est contacté directement par des partenaires. Donc, le public va vraiment varier. Par exemple, la semaine dernière, j'ai donné cet atelier au RESES, donc le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. Donc, on était vraiment face à un public qui était déjà sensibilisé. J'ai pas eu besoin de vraiment poser les bases. Mais je donne aussi des ateliers à, par exemple, l'Université de l'Engagement. Je ne sais pas si tu connais. Une fois que tu as fait un service civique, en fait, tu peux postuler à l'Université de l'Engagement. Et ça te donne la chance d'être formé, d'être accompagné dans tes études. Et tu peux aussi avoir des formations. Et donc là, c'est vrai que c'est des gens qui ne connaissaient pas forcément l'intersectionnalité, l'écoféminisme, tout ça. Donc on s'adapte vraiment. Ça peut aller de juste
Petit quiz définition, ça va jusqu'à on a inventé tout un jeu de rôle sur une situation intersectionnelle avec voilà, les participants qui doivent se mettre dans la peau d'acteurs. On a aussi des débats très houleux souvent parce qu'on leur demande aussi de défendre des intérêts un peu inverses aux leurs. Donc voilà. Pour embrayer un peu sur le festival Atmosphère, une des idées importantes de ce festival, c'est qu'en gros, le changement culturel, le changement de mentalité, le changement de récit, en fait, de récit qu'on se raconte sur notre société, sur notre histoire, c'est ça qui va embrayer le changement politique, le changement institutionnel, la rupture politique et du coup dans notre approche de l'écologie. Est-ce que toi, tu souscris à cette approche? Donc première question. Et deuxième question dans le même souffle. Quels sont selon toi ces espèces de grands récits dominants qu'on essaye de changer ou auxquels on essaie de trouver une alternative? Après, nous, Ecohabiton, on s'intéresse plus aux imaginaires qu'aux récits. Je ne sais pas si ça peut être intéressant que j'essaye de poser une distinction. Tout à fait. Pour nous, l'imaginaire, c'est la réappropriation par les individus du récit qui est créé. Je ne sais pas si ça fait sens, mais disons qu'on parle par exemple d'un récit national, on parle par exemple d'un récit qui nous a inculqué, donc que ce soit par une institution, que ce soit, ça peut être par les politiques, ça peut être par la culture. Et selon les gens, selon l'appropriation des différentes personnes, ça va forger un imaginaire en eux et qui peut enchaîner sur des actions différentes. Et donc les deux s'articulent un petit peu en cohésion et l'un ne va pas sans l'autre évidemment. Et nous on est plus au niveau de l'imaginaire chez Ecohabiton puisqu'on essaye d'éveiller l'imaginaire des gens par... je parlais d'art par exemple, parce que chacun va être touché d'une manière différente. Mais c'est sûr que on a besoin d'un changement de récit. Je le disais tout à l'heure que selon moi l'écologie est encore très scientifique, très chiffrée, très normée. Et ça peut empêcher les gens aussi de s'identifier vraiment à cette lutte. Parce que je pense que c'est propre à l'humain, en fait. On a besoin d'être touché pour être sensibilisé. Et l'invention d'histoire, l'invention de mythes, c'est un peu comme les religions, quelque chose auquel on peut vraiment adhérer, on peut croire. Ça donne de l'espoir et ça permet vraiment de sensibiliser les gens. C'est vraiment un outil principal pour moi. Et du coup, tu dis que Ecohabiton essaye d'agir sur les imaginaires. Est-ce que vous rencontrez une résistance des imaginaires? Oui, ça peut arriver, notamment par rapport à certains récits. Par exemple, je parlais du récit politique. Aujourd'hui, l'écologie politique, selon moi, ne touche pas tout le monde. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé avec les banlieues. Et souvent, on a observé que l'écologie politique telle qu'elle était forgée aujourd'hui ne s'adressait pas forcément aux banlieues. Elle visait souvent un public assez aisé qui a les moyens. Quand on voit par exemple la promotion du véhicule électrique, de l'alimentation bio, des petits gestes qui parfois peuvent revenir cher, alors que nous, de ce qu'on a observé, en tout cas dans nos études, c'est pas les populations les plus aisées qui ont un comportement le plus écologique. Au contraire, c'est souvent dans les milieux populaires qu'on voit des pratiques de solidarité, d'écologie, de voiture partagée. Et en fait, c'est pas des pratiques qui sont vraiment valorisées. Souvent, il y a qu'à voir par exemple les jardins d'Aubervilliers et les jardins ouvriers qui n'étaient pas forcément désignés comme des... Comment on appelle ça, d'un point de vue très écologique, un peu bobo, des jardins partagés, voilà. Et du coup, ouais, c'est dommage que ce soit aussi dévalorisé, comme on voit les puces, par exemple, qui sont une manière de troc, qui sont très intéressantes, qui se déroulent dans les banlieues et qui sont vraiment pas valorisées par rapport, voilà, aux dernières thrift shops dans les milieux parisiens, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que on entend souvent la critique du bobo écolo parisien aussi. Je pense que c'est vraiment deux idéaux qui sont très confrontés, alors qu'ils pourraient agir ensemble, en fait. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'un côté comme de l'autre. Comment est-ce que tu penses qu'on peut créer des récits, ou en l'occurrence des imaginaires alternatifs, par rapport à des récits peut-être encore plus grands que ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent, comme la consommation,
le capitalisme, l'argent, tous ces trucs qui sont tellement engrenés en nous qu'on se dit bah non, ça va jamais changer, c'est une évidence. Comment est-ce qu'on fait pour trouver des alternatives à ça, concurrencer ça? Moi, comme je disais tout à l'heure, je pense que il faut vraiment se désolidariser des grandes institutions politiques qui aujourd'hui ne nous apportent pas de solutions et qui sont en faveur en fait du récit du capitalisme, comme tu le dis. Et il faut sortir en fait de ce schéma-là. Et je pense que ça devrait plus passer par le local en fait, par les solutions locales, par aller directement auprès des gens. Je pense que même si on fait des actions avec 6-7 personnes et qu'on arrive vraiment à implanter en fait, l'idée de la lutte sociale, de la lutte écologique dans leurs imaginaires et que si 6-7 personnes font de même avec leur entourage, en fait, c'est ça qui va vraiment donner de la force et davantage de force que si c'est fait à une échelle nationale, dans les médias où les gens en plus se désintéressent également des médias et sont de plus en plus méfiants. Donc je pense que ça joue vraiment par la petite échelle, l'échelle du quartier, l'échelle voilà, du conseil citoyen et par les petites communes et que petit à petit, en faisant des liens entre voilà, ces petits groupes, on va réussir vraiment à créer un récit commun avec, comme je le disais, toujours ses particularités quand même. Le nom de ton association, Ecohabitons, évoque la question du logement, évoque la question de l'habitation, évoque la question peut-être de nouvelles formes d'habitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est voilà, le futur du logement ou l'avenir du logement ou... C'est vrai que ce nom, il est un peu pernicieux. En fait, on a voulu faire un jeu de mots avec cohabiter, cohabitons, éco-habitons. Et oui, en fait, on a fait toute une étude sur l'habitat écologique. Encore dans cette même démarche, en fait, on s'est dit, quand on parle de maison écologique, à quoi on pense directement la grande majorité d'entre nous, on pensait à une maison avec des panneaux solaires connectés, une maison rénovée thermiquement. Et on a voulu chercher à aller un peu plus loin, aller voir aussi, encore une fois, ce qui se faisait ailleurs en termes d'habitat écologique. Et en fait, l'habitat écologique n'est pas forcément technologique. On s'est intéressé aux matériaux biosourcés, aux matériaux géosourcés, aux techniques de construction traditionnelles, en fait, qui peuvent être adaptées à l'environnement et qui peuvent être réalisées directement par les personnes. On appelle ça les maisons vernaculaires. On a aussi développé un jeu là-dessus, parce que souvent, c'est malheureusement le béton qui prend de plus en plus d'ampleur partout dans le monde, mais il y a souvent des matériaux qui sont beaucoup plus efficaces et qui correspondent davantage à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et en fait, dans cette étude-là, on a voulu ne pas seulement considérer l'habitat écologique à partir de la construction, mais aussi aux différentes manières d'habiter et de partager un territoire. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir un habitat écologique qui soit juste basé sur la construction. Il faut aussi repenser toute la manière de vivre ensemble. On a beaucoup parlé avec des associations qui faisaient de l'habitat participatif, l'habitat solidaire, les colocations... comment on appelle ça ? Colocation solidaire, il me semble. C'est les colocations où, par exemple, on va mettre un jeune en lien avec une personne âgée. Intergénérationnel ? Oui, c'est ça, intergénérationnel. Je crois qu'il y a un nom un peu plus large, mais ça remonte un petit peu cette étude. Mais voilà, on a trouvé des choses vraiment intéressantes et qui permettent d'apporter de vraies solutions en termes d'habitat, de repenser toute la dimension du chez-soi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'une grande maison moderne pour sortir chez soi. On a fait plusieurs interviews avec des personnes qui habitaient notamment dans des tiny houses, qui habitaient dans des yurts, qui habitaient dans une cueva en Andalousie. Et en fait, ils nous ont expliqué un petit peu leur rapport alors chez eux. Et c'était très intéressant. Voilà, ça donnait lieu à des divers podcasts. Et enfin, au fait de partager un territoire. Ça, c'est très important. Je pense qu'on oublie souvent, par exemple, le vivant quand on parle d'habitat écologique, de comment... C'est intéressant, par exemple, là, je vois qu'à Paris, il replante énormément. Mais je ne sais pas s'il y a une réelle réflexion sur le fait de partager le territoire avec la faune, avec la flore. Et je pense que c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut se pencher pour... là, on l'a vu avec la pandémie du Covid-19. C'était clairement lié à notre manque de cohésion avec la nature, avec le vivant. Mais justement, pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que des grands événements comme ça, de façon un peu tragique,
sont à même de bouleverser les récits et les imaginaires. Est-ce qu'il faut malheureusement en passer par une pandémie mondiale pour se rendre compte que faire un trajet jusqu'en Australie en avion, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée À vrai dire, je sais pas si on a encore le recul pour le dire, parce que je sais pas si tu te souviens, pendant la pandémie, il y avait vraiment un réinvestissement de la faune et de la flore dans plusieurs endroits. Il y avait des dauphins qui revenaient en Méditerranée. Les alligators à Venise ou quelque chose comme ça, ouais. Et on était tous émerveillés sur le moment derrière nos écrans. C'est magnifique, il faut que ça continue. J'ai plus les chiffres exacts, mais il me semble que les chiffres étaient très bons d'un point de vue écologique l'année du Covid. Et puis là, depuis que voilà, on a un peu repris nos vies, j'ai l'impression qu'on reprend un petit peu nos comportements d'avant. Alors je sais que oui, ça a changé pas mal de choses, surtout vis-à-vis des relations sociales. Les gens, il y a eu un gros exode urbain à la suite du Covid-19. Les gens ont eu envie de quitter les villes, notamment les grosses villes. Je pense que les villes moyennes vont prendre de l'ampleur dans les années à venir. Encore une fois, je pense que c'est qu'une partie de la population qui va vraiment être touchée par ça. Je pense qu'il y a encore des efforts à fournir pour vraiment sensibiliser et créer de nouveaux récits chez les gens. Et surtout, l'idée, c'est vraiment d'inclure tout le monde dans ce récit-là, de laisser personne de côté. Dernière question pour ma part, après si tu veux rajouter des choses, n'hésite pas. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des actions liées à l'écologie qui t'inspirent ? Nous, on a une personnalité qui nous inspire énormément. C'est presque une inside joke dans Ecohabitons, tellement un rite de passage. C'est Malcolm Ferdinand. Et il a écrit beaucoup sur l'écologie décoloniale. Il est antillais, je crois qu'il est guadeloupéen de base. Sur le fait, justement, sur les imaginaires. Donc je pense que ça t'intéresserait beaucoup de le lire. Sur le fait de recréer des imaginaires. Il parle du plantationocène. C'est un peu technique, mais je ne sais pas si tu as entendu parler de la notion d'anthropocène. Oui. Qui a été approuvée par le GIEC, qui voudrait dire que l'humain tout entier est responsable du réchauffement climatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et en fait, il y a beaucoup de chercheurs dernièrement qui ont voulu distinguer, en fait, parmi les humains. On ne peut pas dire que tous les humains sont responsables de la crise écologique. Pour certains chercheurs, on peut plus parler de l'Eurocène, donc de l'homme européen, qui, en développant le capitalisme, serait responsable. On parle aussi, est-ce que j'ai un autre exemple ? Capitalocène, donc là c'est directement pour le capitalisme. Il y a énormément d'expressions qui ont été créées. Et Malcolm Ferdinand dit que c'est plutôt le système de plantation qui a été importé dans les différentes colonies. Donc lui il s'intéresse aux Antilles, mais on peut aussi calquer ça sur l'Amérique latine, en Afrique aussi. Et ça a créé un système de production mondial globalisé qui serait aujourd'hui une des principales causes du réchauffement climatique. Donc voilà, on a un peu tendance à oublier l'histoire et les conséquences en fait de la colonisation, de la création du capitalisme sur le réchauffement climatique actuel. Mais on pense que c'est très important à Ecohabitons de garder en tête ces différentes conséquences. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter ? Quand je parlais de la réappropriation des récits écologiques et sociaux par les institutions, c'est vrai que j'ai surtout parlé des institutions politiques, mais il ne faut pas négliger aussi les institutions économiques, donc les grandes multinationales, qui se réapproprient aussi beaucoup le discours écologique, avec le greenwashing notamment, et qui instaurent une certaine image de l'écologie. On voit vraiment avec le McDo... avec l'image verte. Et ça met un biais aussi, je pense, sur l'imaginaire qu'on a de l'écologie. C'est-à-dire qu'après, quand on va demander à un jeune, pas forcément sensibilisé, est-ce que t'es écolo ? Il va répondre « Ah non, moi le bio, ça m'intéresse pas. Non, moi, je sais pas, une fille, je veux pas porter des culottes menstruelles. » Ou je sais pas. Parce qu'on a vraiment l'idée de commercialiser un petit peu l'écologie, d'utiliser l'écologie pour la commercialiser. Et c'est dommage parce que c'est avant tout un mode de vie, en fait, avant d'être un mode de consommation. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Trop bien, super.